Bon matin tout le monde, bienvenue à ce 69e épisode du Meeting des ventes du lundi. Mon nom est Simon Harvey et je suis stratège en développement des affaires. Ce matin, c'est un moment où est-ce qu'on reçoit un invité. On va recevoir Mathieu Bélanger de Parcours 3. Mais tout d'abord, je voudrais souhaiter la bienvenue aux gens qui sont avec nous ce matin ou en fait qui nous écoutent, que ce soit live sur LinkedIn, YouTube, Facebook en ce lundi matin ou en rediffusion sur ces plateformes-là, sur Spotify, Google Podcast, Apple Podcast et plusieurs autres. Pour ceux qui joindraient à nous pour la première fois, bien, merci de prendre un moment de votre journée pour nous écouter. Le meeting des ventes du lundi, ça le dit, c'est un show de vente le lundi matin live de 8h à, dépendamment des sujets de la semaine, 8h20, 8h30, 8h45. On parle de vente, de développement des affaires dans une ambiance relax, mais toujours dans un optique de se motiver, de se craquer, d'aller chercher des belles ventes, puis d'apprendre un petit quelque chose au niveau vente, développement des affaires. Je reçois, comme je le disais, Mathieu Bélanger de Parcours 3. On va l'inviter tout de suite à embarquer avec nous autres. Salut Mathieu. Salut. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien, merci. Pas trop de bonheur pour toi? 8h le lundi matin, tu étais déjà prêt? Oui, j'étais prêt. Ben, c'est sûr que... Avec le décalage horaire, j'étais de bonheur. C'est ça, j'étais réveillé de bonheur. Le décalage horaire ou le changement d'heure, tu veux dire? Le changement d'heure, oui. Le changement d'heure. Non, mais tu aurais pu arriver de voyage international des fois. Écoute. Ben oui, content de te recevoir en ce beau lundi matin. Dans le fond, Mathieu et moi, on se connaît pas. On a été mis en contact par Benjamin qui travaille pour ta boîte. On aura le temps d'en reparler. J'ai connu Benjamin dans un des clans d'affaires sponsorisés par la Chambre de commerce de Montréal et aussi celle de Lévis. Mais c'est ça. Donc, je vais découvrir Mathieu en même temps que vous autres. Mais Mathieu, présente-toi un petit peu rapidement, là. T'es qui, t'es quoi, qu'est-ce que tu fais, comment... Ben, en fait, je suis président d'une agence marketing experte dans le CRM HubSpot. Okay. Une boîte d'une 20aine de personnes. Ça fait quand même un bon bout de temps que je fais ça. Ça fait 21 ans qu'on roule notre boss, si on veut, là, dans le monde du web à Montréal. Donc, je suis aussi un papa de 2 jeunes enfants, plus une grande fille. Donc, je suis passionné de jogging. Je lis beaucoup de livres. J'aime apprendre énormément des nouvelles affaires. Écoute, on va revenir sur tout ça. La courte, la lecture, parce que comme tu vois, pour ceux qui nous écoutent en vidéo, là, j'ai quand même une bibliothèque assez chargée. Je lis beaucoup. Cette partie-là, ici en arrière de moi, c'est mes livres chouchous, mais on aura la chance d'échanger là-dessus. Mathieu, tu me dis une 20aine d'années, HubSpot. Là, la première question qui me vient en tête, c'est parce que HubSpot, ça fait pas une 20aine d'années que ça existe. Fait que, c'est quoi l'histoire de ta business? Ça a parti quoi? Comment? Qu'est-ce que vous faisiez? Puis qu'est-ce qui vous a amené à faire cette métamorphose-là vers HubSpot? Ben ouais, HubSpot, ça existe depuis 16 ans, je pense, 16-17 ans. Ouais, okay. C'était pas aussi populaire, évidemment, au début, là, mais ils sont fait connaître assez vite. On connaissait la plateforme, mais effectivement, c'est pas ce qu'on faisait pas ça. Là. Au début, en fait, first, la compagnie s'appelait K3 Media au départ. Là. Okay. Le nom a changé suite à une acquisition, fusion avec un concurrent il y a la 11e année, donc il y a à peu près 10 ans. Au début, dans le fond, on était une agence. Là, on était 3 gars. Un gars au développement d'affaires. Moi, j'étais programmeur. Puis on avait notre propre CMS. Là, dans le temps, c'était un logiciel de gestion de contenu là, pour les sites web. Donc, on avait développé ça. Puis l'autre gars, c'était un designer, en fait. Donc, on faisait des sites web, des plateformes assez avancées. Là. On était parti avec un assez gros mandat au départ. Pendant 10-11 ans, on a roulé avec ça. Après ça, on s'est mis sur WordPress. On en fait encore du WordPress, mais beaucoup moins qu'avant. Mais on a fait ça pendant... on a switché peut-être autour de la 12e, 13e, 14e année. Là, je ne me souviens pas exactement, mais c'est fait progressivement. On a laissé tomber le CMS qu'on avait. Puis on s'est lancé dans l'intégration WordPress pendant 7, 8, 9 ans. Là. On en fait encore un peu. Puis depuis 4 ans, un peu plus de 4 ans, on est devenu partenaire HubSpot. Au début, c'était assez. Encore une fois, ça s'est fait progressivement. Là. Puis là, aujourd'hui, c'est près de 65-70% de nos revenus si on inclut aussi les sites web qu'on fait avec HubSpot. Donc, ça a changé pas mal, énormément, en fait, la business. Là. OK. Puis pour ceux qui nous écoutent, qui sont néophytes dans ce domaine-là, pour qui HubSpot, qui ont entendu le nom,
mais ils savent pas exactement c'est quoi. Comment tu nous le décrirais? Qu'est-ce que Ouais. fait HubSpot? Ben, c'est une plateforme assez large, en fait. Là, mais tu sais, au départ, HubSpot, c'était un logiciel de gestion de marketing automatisé, OK. inbound marketing. Là, dans le fond, c'était fait pour gérer, tu sais, de faire du nurturing de base de données, puis Mhm. un logiciel de mailing, de création de landing page, de blog, tout ça, mais tout en un. OK. Puis après ça, il y a peut-être 5 ans à peu près, ils ont lancé leur propre CRM. Puis là, dans le fond, c'est une plateforme CRM. C'est devenu un des CRM les mieux notés là, dans le monde. Là. Donc, sont numéro 1 selon certains sites là, qui vont rater les CRM. Puis à ça s'ajoutent d'autres modules qui sont un petit peu moins populaires, là, qui est module de service pour la gestion de tickets, les chats OK. en ligne, tout ça, les chatbots. Tu as aussi un CMS, en fait, maintenant, depuis. Ben, tu as toujours eu moyen de monter un site web avec HubSpot, mais là, ils ont vraiment un hub, un module fait juste pour ça. À l'interne. Puis, dans le fond, tu peux avoir tout en un. Tu sais, ton marketing, ton site web, ton CRM, même ton service, puis un autre hub, Operation Hub, qui te permettent de synchroniser, en fait, HubSpot avec d'autres plateformes externes, OK. avec des API, puis tout ça. Fait que si je comprends bien, dans le fond, HubSpot a commencé comme étant un peu un compétiteur à MailChimp. Et à un moment donné, ils ont bifurqué dans leur route, puis ils ont décidé d'embarquer un côté peut-être plus business, CRM. Ouais, ça OK. ressemble un peu à ça. Mais dans le fond, HubSpot, il y avait déjà des features différentes de MailChimp. Au début, c'était pas juste un logiciel d'envoi de courriel, c'était un logiciel aussi qui traquait tes visiteurs sur ton site puis qui capturait. C'est sûr, MailChimp aussi avait des formulaires pour que tu puisses télécharger des Mhm. documents, tout ça, mais il y avait toute une notion, en fait, dans HubSpot d'automatisation puis ils appellent ça du nurturing, là, c'est de Ouais. nourrir ta base de données puis garder contact avec eux autres, mais pas juste par le biais des mails, mais aussi par les articles de blog puis tout ça, puis des contenus téléchargeables. C'est sûr OK. que tu pouvais quand même transformer MailChimp pour faire ça, mais c'était pas fait Pas au niveau exactement pour de. ça. Là. MailChimp, c'était juste pour le mailing. Là. OK. Donc, puis HubSpot avait déjà un avantage concurrentiel de ce côté-là, à cette base-là. Puis là, ce que je comprends, c'est qu'ils ont continué de croître, comme beaucoup de ces entreprises-là, ont rajouté des modules, des features pour être de plus en plus compétitifs. Et là, c'est en train de devenir un one-stop shop, du genre où est-ce que tu as besoin de ce logiciel-là, de cette plateforme-là pour faire à peu près tout. Ben, tout, c'est encore drôle. Là. Peut-être pas nécessairement tout, mais tout ce qui touche peut-être vente et marketing, c'est faisable, malgré que OK. tu as quand même genre des milliers de connecteurs que tu peux connecter d'autres plateformes à Mhm. HubSpot pour le compléter, dans le fond. Là. Il ne fait pas, par exemple, la comptabilité, mais tu peux y brancher QuickBooks ou d'autres outils de Ouais. comptabilité. Directement sans passer par des plateformes comme Zapier ou Ouais, c'est ça, exactement. Tu c'est peux, direct. il y a certaines applications que tu as besoin de Zapier pour les connecter, mais il y a beaucoup, beaucoup de connecteurs natifs. Tu as juste à les installer, puis tu peux le OK. synchroniser. Bizarrement, tu sais, même avec MailChimp, tu peux le synchroniser. Donc, tu peux te servir de MailChimp pour faire tes mailings, te servir d'HubSpot pour le CRM. Il y en a qui vont l'utiliser juste pour le marketing, d'autres juste pour les ventes, d'autres pour les deux. C'est, OK. Parce que, tu vois, moi je navigue là-dedans, mais je ne suis pas un spécialiste de CRM. Ma compréhension de HubSpot, c'est que c'était un CRM, mais vraiment orienté marketing. Très, très Mhm. bon pour tout ce qui est landing page, justement, là, ce que tu parlais, le Ouais. nurturing, puis euh, le lead acquisition. HubSpot était un des plus Ouais. forts là-dedans. Ben, c'est une bonne perception, en fait. C'est Là, une c'est bonne pas mal ça. compréhension? Ben oui, ça doit être un des CRM les plus optimisés pour le marketing. Là. Il y a OK. certains CRM ils touchent pas beaucoup au marketing. Là. Donc, HubSpot OK. il est très, très fort là, à ce niveau-là. Donc, c'est ce qui vous a amené à pivoter de ce côté-là. C'est devenu une grosse partie de ta business. Puis là, tu disais tantôt, vous êtes quoi? Vous êtes une vingtaine d'employés? Ouais, on se promène entre une vingtaine, 25. On travaille beaucoup avec des pigistes, tout ça. Donc, mais OK? on est plus que 20. Là, peut-être 21, 22. Là, ça dépend parce qu'il y a des pigistes qui sont à temps plein pendant certaines périodes de temps. Mhm. Donc, ça dépend Sur des certains mandats. projets. Donc, puis si je comprends, tu as des gens qui font développement des affaires. On a parlé de Benjamin. Tu dois avoir des gens qui font de l'intégration. Tu as des gestionnaires de projets. C'est un Oui, peu ça ta business? exactement. Ouais, on a 4 OK? chargés de projet en ce moment. On a des intégrateurs, des experts HubSpot. On a une bonne équipe là, de 4-5 personnes qui fait que ça. Puis ça exclut les gens qui font des sites web avec HubSpot, parce qu'on a une équipe de 4-5 programmeurs, 6 programmeurs, dont il y en a qui font que du HubSpot.
Puis, OK. ouais, c'est ça. On offre d'autres services marketing, là, de la rédaction de contenu, de l'optimisation de campagne, gestion de campagne AdWords, un petit peu de SEO, d'analytique. Là, on a une personne OK. qui... Donc, vous avez quand même gardé un côté très marketing, très agence que tu avais dans le passé. Tu as gardé ça, mais tu as rajouté le produit Ouais. Mais tu par-dessus sais, à ce ça moment-là. reste assez modeste, entre guillemets, au niveau des revenus. Là. Les revenus, c'est peut-être, je sais pas, 5-10% de nos revenus, peut-être 15%, cette partie-là. OK. Et, donc, c'est sûr, c'est toujours difficile de faire la différence entre. On a des clients, il y a des clients qui n'utilisent pas HubSpot, là, qu'on les aide au niveau du marketing. Ils OK. n'utilisent pas tous HubSpot. Là. D'accord. Puis, si on recule, parce que, bon, là, on a parlé de ce que vous faites de parcours et tout, de parcours 3, mais j'aimerais parler de ton parcours à toi. Tu sais, ce qui t'a amené à te lancer en affaires? C'est quoi les plus grands... Tu sais, si je te demandais, en fait, la question, c'est quoi ton plus grand apprentissage dans ton parcours d'entrepreneur? Parce que là, on se le cachera pas, tu es un vétéran. Là. Ça fait une vingtaine d'années que tu es Ouais, entrepreneur. si on veut. Ouais, ben c'est pour ça que c'est difficile de revenir dans le. Ben, il y avait deux questions, là, deux volets à ta question. Là. Moi je suis parti, en fait, je me suis fait recruter dans une autre boîte comme directeur technologique assez jeune. OK? La boîte s'appelait NetLogic. Puis OK? je suis parti dans ce boîte-là, en tout cas, entre guillemets, associé, là, avec des petites parts. Puis on est parti. Puis je me suis fait recruter par un monsieur, disons. Puis OK? avec un autre gars qui est devenu mon associé dans K3, en fait, Louis-François Tremblay, qui était le designer. Puis on est parti, en fait, de cette boîte-là au bout d'un an parce qu'on ne s'entendait pas du tout avec la vision, avec le président. Mhm. Puis on a parti notre propre boîte avec un contrat, en fait, une cliente qu'on avait qui ne voulait plus faire affaire avec ce Avec monsieur-là eux? parce qu'il était pas gentil. Puis ça faisait une couple de fois là, qu'il arrivait plein de choses, puis on voyait qu'on Mhm. s'entendait pas, là, puis c'est ça, il était pas gentil, là. Je sais pas quel Et mot de rare. c'est intéressant de voir, parce que c'est une histoire que j'entends souvent des gens qui me disent, ben, tu sais, le déclencheur, ça a été un employeur avec lequel j'avais un conflit, quelque chose qui marchait pas, puis c'est ce qui m'a poussé Ouais. à me Ben, en fait, lancer. on était déjà un peu associés. Il y avait un gars aux ventes avec nous autres là-bas, mais il n'était pas associé, qui est Alain. Et puis, ça, dans le fond, c'est nous trois qui a parti K3. Puis OK? la cliente, elle nous a dit, tu sais, si vous partez votre business, moi, je ne veux plus faire affaire avec ce monsieur-là, je ne le trosse pas. Puis, OK? si vous avez une business, si vous partez en affaires, je vais vous le donner le contrat. Et c'était un contrat quand même de 50 000 que on s'est rencontrés au Mhm. restaurant pour on a jasé. Ah oui, Puis j'imagine. là, ben, on a décidé de partir un peu fou, en fait, parce que on s'est loin bureau, tout ça, puis on avait ça. Puis, ça, évidemment, on savait pas trop dans quoi on s'embarquait, mais ça a pris 3 mois avant d'être payé. Puis, ça a été... Ça a ça été a été rough, là. Ouais, elle a été super. Écoute, on y doit tout. Par contre, à ce madame-là, elle venait avec nous autres à l'époque au Microbyte, là, le magasin d'informatique à Mhm. Montréal, sur Maisonneuve. Puis elle nous a acheté nos ordinateurs, elle a loadé ses cartes de crédit. Puis on a monté nos ordis, puis on a parti la business comme ça. Ah, tu sais, Et, on remonte quand même loin. Là, on parle de 2002. Fait que, tu sais, ouais, si on replace les choses en perspective, encore aujourd'hui, un contrat de 50 000 en web, en marketing, c'est un contrat intéressant. ouais, c'était un beau Si tu projet. retournes, Ouais. si tu retournes il y a plus de 20 ans, c'était un énorme projet. Fait que ça a dû Ouais, donner... ouais, c'était un site web, en fait, pour en donner un peu de détails, c'était un site web de 3 stations de radio à Cornwall. Puis OK. les autres, ils se lançaient, là, écoute, leur site web, c'était vraiment comme, c'était un logo, puis il n'y a pas grand-chose, là. Évidemment, on ne s'occupait pas du streaming, là, du côté technologique, mais tout le reste, le site web avec le CMS, puis il fallait dupliquer. Le CMS gérait les 3 sites web. Je me souviens plus si on avait dupliqué, on avait 3 sites web ou c'était un CMS au complet, mais il a fallu développer le CMS from scratch puis monter tout ça. Là. OK. C'était Intéressant. Intéressant. un Fait que projet. là, vous êtes lancé comme ça. Mais ma question, c'est quoi ton plus bel apprentissage dans ce parcours-là, Ben, j'imagine que tu n'en as pas juste un, là, mais si tu avais Non, c'est quelques-uns. pas évident de choisir le plus grand, là, mais ben, c'est cliché un peu, mais savoir bien s'entourer, garder son monde. Il y a eu l'apprentissage, des fois, c'est d'être un peu plus patient. Des fois, au niveau, mettons, des ventes, on a Mhm. une rencontre de vente ce matin, donc il y a des gens que j'ai. Ben, des fois, ça a pris trop de temps avant que je me dise, bon, c'est pas la bonne personne. Puis d'autres OK. personnes, ben, j'étais convaincu que j'allais trouver quelqu'un de mieux. Donc, je n'étais pas satisfait au bout d'un an ou deux. Puis je dis, OK. Puis, après ça, je me sens ennuyé là, de ces gens-là. Ah ouais? Non.
Donc, ce que j'entends, Allez, si je comprends bien, tu as laissé aller des gens en disant ouais, c'est so-so, je vais trouver quelqu'un de mieux. Tu les as laissés aller, puis après ça, tu t'es retrouvé le bec à l'eau. ouais, Pas entre personne autres, de mieux. ouais, c'est des apprentissages, j'en ai plein, là, des apprentissages. Et c'est sûr que les apprentissages, on dirait que tu apprends plus dur il y a des échecs, puis Quand il y a des des coups. périodes un peu plus difficiles. Là. On a fait, en tout cas, plusieurs erreurs qu'on a pu faire, mais c'est sûr que de trouver une façon de faire donner des promotions à des gens simplement pour les garder parce que les autres ils ont l'intention, mettons, de changer venir des programmeurs, par exemple, qui venaient charger le projet, on dit OK, c'est bon, puis en fin de compte, on se rend compte que on a perdu un très bon programmeur, puis on vient de gagner un mauvais gestionnaire de projet. Là. Puis ça affecte. Ça Puis là, arrive. tu fais ça à répétition, puis à un moment donné, ça frappe. Là. Ouais. Ben, tu sais, c'est quelque chose qu'on voit aussi, on parle de vente, mais qu'on voit souvent en vente, en développement Ouais, des affaires. aussi. Ton meilleur vendeur, il veut continuer sa progression. Tu dis, ah, ben, je vais le mettre directeur Directeur des des ventes, ventes. puis là, Ouais. c'est ça. Tu sais, c'est pas Ah, un ben ça, win-win, c'est c'est un un autre lose-lose. gaffe aussi. Là. C'est un autre gaffe aux ventes, c'est d'engager trop rapidement des directeurs de vente qui ne veulent plus vendre. Puis là, ben, tu te ramasses avec un gros salaire d'un directeur de vente, puis tu n'as pas vraiment de vendeur parce que lui, il ne veut pas vendre. Là. Il veut gérer des vendeurs, mais tu n'en as pas. Donc, Ouais. c'est un autre. Ben, c'est d'avoir le titre, tu sais, c'est d'avoir une réflexion sur ton embauche, sur ton développement organisationnel, quand et comment tu vas croître. Là. Mais tu sais, pour les 20. Le plus grand apprentissage, là, c'est de rien prendre pour acquis puis de pas savoir nécessairement qui sont tes réels concurrents ou OK. parce que puis qui sont tes concurrents. Tu dois prendre tout le monde au sérieux. Parce que dans le fond, tu te rends, moi je sais, là, j'en ai vu du monde passer, là, j'en ai vu des films. Puis il y a 10 ans, j'aurais pas donné. J'aurais pas gagé cher pour certaines de ces concurrents-là, certains d'entre eux. Puis il y en a qui ont survécu, puis d'autres que j'aurais dit, wow, eux autres, Ils sont ça partis va être. pour la Mais gloire. ouais, Puis puis ils sont plus là aujourd'hui, soit ils ont fermé carrément ou ils ont été rachetés, puis derrière les rachats, souvent se cachent des problèmes. C'est pas toujours beau, là, ce qui est derrière ça. Donc, ça, c'est fou, là, quand même, comment que c'est impossible de vraiment savoir. Tu peux pas là, savoir c'est qui les concurrents aujourd'hui qui vont être encore là dans 5 ans. Puis, des fois, tu te dis, ben non, ben, j'en ai vu plein là, du monde, ben, mettons des firmes qui vont coter super bas au niveau des prix. Tu te dis, ben là, à un moment donné, ils vont finir par faire faillite, là, ça n'a pas de bon sens, mais ils ne peuvent pas arriver. Puis il y en a qui survivent à ça, il y en a qui font comme nous autres. À un moment donné, ils comprennent qu'il faut qu'ils augmentent leur prix, qu'ils gèrent un peu mieux leur production, puis ils finissent par survivre. Il y a sans doute des gens qui se sont dit la même chose de nous à un moment donné, puis on est encore là. Bon, ben, tu sais, je pense qu'on passe tous par là, cette courbe-là au départ, où est-ce que, on se cherche, on n'est pas trop sûr où est-ce qu'on va se trouver. Puis avec le temps, ben, on se définit comme entreprise, comme entrepreneur. Mais c'est intéressant ce que tu dis, de ne pas rien prendre pour acquis. Puis, particulièrement l'angle que tu amènes au niveau de la compétition. Qui sont tes compétiteurs, tes vrais compétiteurs? Qui va être là dans 5 ans? Qui sera plus là? Faut pas que tu t'en fasses avec ça non plus. Des fois, tu te dis, oh my god, eux autres, c'est comme ils grossissent bien plus vite que nous, puis tout ça. Puis tu te rends compte 3-4 ans plus tard que c'était pas solide, puis ils n'existent plus. Ils sont plus là. Gérer une croissance, c'est difficile aussi. Si tu veux croître trop vite puis que tu n'as pas fait une bonne base, une bonne fondation, ben ça ne tiendra pas. Oui. Rapidement, on vient un petit peu dans une compréhension, parce que c'est assez facile, hein, puis ça l'est de plus en plus. C'était facile aussi à cette époque-là. La barrière à l'entrée n'était pas très grande. Hein. Partir, tu as un contrat, tu as eu un contrat de ton ancien employeur, tout ça. Moi aussi, je l'ai entendu super souvent. Partir, c'est relativement facile. Il faut avoir un peu de naïveté, peut-être un peu de courage aussi de dire, OK, je me lance. Mais après ça, survivre, c'est une autre histoire. Partir, c'est facile. En fait, en technologie, partir une firme de recherche scientifique, c'était plus difficile. Là. Il y a un laboratoire ou quoi que ce soit où est-ce que tu as besoin d'une mise de fonds énorme. Ouais. Mais tu sais, nous autres, maintenant, tu peux partir avec un ordinateur. Là. Ouais. Puis, tu peux même pas l'acheter. Tu peux avoir un ordi que tu vas louer à 20$ par mois. Que tu pars demain matin si tu as un client. Là. Puis, tu sais, avec la technologie qu'on a dans nos pas, écoute, il y a quelques années, je suivais un cours en SEO et le gars qui était là avait une agence. Puis Julien disait, tu sais, on parle de 2019, là. Puis il se faisait demander, hey, y a-tu moyen de créer des sites web sur des cellulaires? Fait que, tu sais, il y a des gens qui vont se lancer maintenant en affaires sans même avoir
Écoute, c'est rendu plus fou que ça. Là. Maintenant que l'intelligence artificielle, tu peux créer des sites web sans même, t'as même pas besoin pratiquement de rien. Là. Non. En fait, tu pourrais dire aux créateurs de sites web automatisés là, sur un mobile, de donner Les paramètres. Puis après c'est quoi ta business, c'est quoi ton logo, c'est quoi ta position dans le marché, c'est quoi tes 3 différenciateurs, puis ils te montrent ton site là, en 10 minutes. Là. Ben, moi, je l'ai essayé. J'ai un côté geek assumé. Et je donne d'ailleurs une formation sur l'intelligence artificielle, l'utilisation de l'intelligence artificielle en vente demain après-midi. Mais j'y ai fait faire plus tôt cette année un petit test. J'ai dit, OK, tu vas me monter un site web. C'est rien d'extraordinaire. Ça ressemble à ce que je codais en HTML à la main en 97. Quand même. Mais, je veux dire, pour des gens qui veulent faire un site vitrine, qui veulent se lancer, ça peut être un bon premier pas. C'est surprenant. C'est sûr que, après ça, je veux dire, un site web, c'est relativement facile à créer. Ça dépend. Un site web, mettons, quelque chose d'un service professionnel. Après ça, il faut que tu amènes du trafic dessus, puis tu le convertisses. Ça, c'est une autre histoire. Puis, tu sais, il y a facile puis facile. Je veux dire, tu peux créer quelque chose, ça va être, OK. Mais, tu sais, si on fait affaire avec une agence, si tu fais affaire avec des gens dont c'est le métier, ils vont t'amener ça à un autre niveau. Ce que moi, comme, tu sais, Simon, si je décide que je programme un site web, je vais arriver à faire de quoi? Mais ça sera pas top-notch. Souvent, c'est comme une carte de visite un peu. Les gens vont aller voir ton site, vont dire OK, il existe une compagnie, tout ça. C'est correct. Et si tu veux que ton site web génère des ventes, peut-être pas, ça dépend toujours dans quel domaine que tu es, mais si tu es dans le B2B, tu vas générer plus des leads que des ventes directes. Là. Il y a personne qui va donner un mandat direct sur le site web. Mais... On aimerait ça, là, mais non, c'est pas mais c'est encore drôle. Il faut quand même que tu valides, tu qualifies ton opportunité. Là, effectivement. Tu peux pas dire OK, c'est bon juste parce que la personne t'a envoyé un formulaire. Là. Mais c'est ça. C'est ça qui est un peu plus difficile. Là, c'est d'avoir un site qui va convertir, puis qui va déjà générer du trafic autre que les gens que tu rencontres à gauche, à droite, puis qui connaissent ils t'ont rencontré quelque part, puis ils vont sur ton site web. C'est ça c'est ça qui est le plus. Puis c'est de plus en plus difficile aujourd'hui, dans un sens. Là, c'est SEO, le trafic qui est en baisse là, au niveau des moteurs de recherche. Puis, en tout cas, il y a toutes sortes de contextes actuellement qui rendent la chose un peu plus difficile que ce que c'était. Là. Il y a au niveau du SEO? Oui, puis il y a de plus en plus de monde. Hein, entre autres, juste la loi 25 avec les pop-up de consentement, là, ils appellent ça les CMP, là, les Consent Management Platform. Ouais. En tout cas, je ne connais pas exactement les statistiques de ça précisément là, en moyenne, mais ça peut être 50% des gens qui vont refuser de consentir pour le log des visites. Que si déjà tu perds 50% de tes statistiques, tu sais pas ce qui marche pas. C'est difficile après ça de comparer avec le passé, voir si tu es en augmentation, es-tu en diminution. Tu ne peux pas tracker la source non plus parce que la personne n'a pas consenti. Donc, ça change la donne. Là. C'est bien différent que c'était même juste en un an, là, ça a changé énormément. C'est un monde qui change énormément. La rapidité du changement en SEO est incroyable. Pour rester à jour, juste rester à jour, c'est pratiquement un job à temps plein. Ouais. Nous autres, on l'a vu même avant ça. Là, nos visites, ils stagnent, puis même ils baissent depuis un an. Puis pourtant, depuis 3 ans, depuis, mettons, les 4 dernières années, les 3 premières années, ça montait tout le temps. Puis là, ça stagne, puis ça baisse depuis ChatGPT, tout ça, le monde. Puis on le voit, et de toute façon, il y a des statistiques qui sont sorties comme quoi il y a moins de monde qui cherche par les moteurs qui utilise les moteurs de recherche. Il y a moins de recherche qui se fait. On ne se le cachera pas, Google, sa business, c'est pas d'envoyer du trafic sur ton site web, c'est de te garder sur Google. Donc maintenant, avec ce qu'on appelle les knowledge panels, tout ça, tu poses une question, tu as donné l'idée, là. Moi, hier, j'ai eu la brillante idée de passer mes Google, mes Pixel Bud Pro au lavage. Donc, ils ont fait un tour de laveuse-sécheuse. Ça sent super bon. Mais, tu sais, j'ai eu un petit stress après ça. Je dis, bon, ben, peux-tu m'en servir? Vont-tu être correct? J'ai-tu quelque chose à vérifier? Fait que j'ai tapé ma question sur Google, mais je suis jamais allé visiter aucun site. Juste, les menus déroulants ou les hamburgers, puis j'ai trouvé mes réponses. Oui, mais c'est encore drôle parce que le modèle de revenu de Google, c'est quand même la publicité. Donc, ils veulent tout de même que tu cliques ces pubs. Là, sinon, ils ne feront pas d'argent. Là. Juste en fournissant des réponses à tes questions. Là. Si tu ne cliques pas ces publicités,
Je sais pas. Mais je sais que de plus en plus, moi, ce que je cherche, Google me l'amène directement. J'ai même pas à aller visiter le site. Ouais. C'est sûr que si je veux plus d'informations, je peux cliquer et aller visiter le site qui est C'est d'intérêt. sûr que leur modèle va changer à eux autres aussi, si c'est le cas, parce que une grosse partie de leur revenu, c'est la pub quand même. Là. Mais ils font de la pub à l'extérieur de Google. Ils gèrent la publicité sur plusieurs sites web. Mhm. Avec c'est une vieille acquisition là, avec DoubleClick, qui est un réseau publicitaire. Là. C'est sûr qu'il doit y avoir pas mal d'argent qui rentre par là aussi. Là. J'ai pas de crainte que Google ne manque pas de temps. non, mais il n'y a pas l'air de. Effectivement, il y en a encore pas mal avant de. Mais c'est un bout qui est intéressant. Puis, tu sais, c'est pas quelque chose qu'on aborde souvent, mais le côté SEO, le côté, je parle dans mon show, c'est pas quelque chose qu'on aborde souvent, le côté SEO, marketing web et tout, mais ça demeure que c'est important que ta visibilité sur le web. Tu sais, la semaine dernière, j'étais dans un 5 à 7, puis j'ai quelqu'un là, de Sage Mentorat qui me demandait, tu sais, Simon, les jeunes entrepreneurs, tu penses-tu qu'ils devraient avoir un site web? Puis elle voulait que je dise non, c'est pas nécessaire. Mais moi, ma vision, un site web aujourd'hui, si t'as pas ça, c'est comme si il y a 25 ans, t'étais pas dans les pages jaunes. C'est nécessaire. T'es pas obligé d'avoir le gros site web à 60 000 pièces. Ça te prend une présence sur le web Oui, je suis asseoir ta d'accord. Ça crédibilité. reste, en fait, encore plus dans un certain sens aujourd'hui, parce que, tu sais, si tu te, mettons, tu sais, il y a du monde dans une couple d'années qui avait juste des présences sur Facebook. En fait, c'est encore le cas, il y a du monde qui ont juste des présences sur Facebook. Ce qui arrive, c'est que tu es en train de monter ton audience, puis à qui elle appartient, elle t'appartient pas, elle appartient à Facebook. Donc, si tu n'as pas ton propre site web où ce que tu captures tes propres informations sur tes contacts puis tes prospects, ben, tu es en train un peu de manquer le bateau, là, parce que ils bloquent toutes tu sais, dans le fond, nous autres, on l'a compris, ça fait déjà 5 ans à peu près qu'on monte notre audience, au moins 4 ans, parce que, tu sais, on se dit, ben, à un moment donné, il sera, tu sais, ça nous appartient à nous, là, tu sais pas, on la loue pas à quelqu'un d'autre, là. On peut envoyer des mailings à 3000 personnes demain matin, puis on n'a pas besoin d'acheter de la pub sur Facebook ou LinkedIn. On fait ça aussi, là, on fait les deux. Là. Ça fait partie d'une bonne stratégie, mais si tu es d'un point de vue stratégique, justement, c'est que tu mets l'ensemble de ta clientèle ou de ta communauté dans les mains de quelqu'un d'autre. Puis là, tu es à la merci 100%. Tu sais, Facebook, c'est pas un si ça va planter, c'est quand ça va planter. Il y en a eu un, je pense, c'est l'automne dernier, que ça a été une journée et demie, que Facebook était pas accessible. Si 100% de ta business provient de là, puis que tu n'as pas d'autres moyens de communiquer avec ta clientèle, ça fait un beau trou dans un budget. Oui, Et, tout à fait. puis, Non, il faut que tu aies plusieurs canaux. Nous autres, on a, tu sais, il n'y a pas juste un canal qui génère des leads. Là, il y a plusieurs canaux, en fait. Là. Ça rentre d'un peu partout. Ça va rentrer du développement d'affaires, de la prospection, ça va rentrer il y a un certain achalandage, c'est sûr, après tant d'années. Il y a des leads qui viennent d'HubSpot, il y a des leads qui viennent de HubSpot directement, mais il y a des leads qui viennent aussi de notre page de partenaire d'HubSpot, il y a des leads qui viennent de nos webinaires, il y a des leads, ils rentrent de toutes il y a sortes de plusieurs façons. façons. Il y a plusieurs façons de. Ouais. Moi, je parle dans un processus de vente. Ta phase d'acquisition, c'est justement ça. C'est par où rentre ta clientèle, par où rentre tes prospects, comment tu peux. Puis tu veux pas avoir une seule place. Parce que Non, la c'est journée, ça, tu veux pas, non. ce que j'allais dire, Facebook, une belle journée, c'est très possible que Facebook taise, perde de l'intérêt, soit moins populaire. Je veux dire, on le voit déjà avec la nouvelle génération. Moi, j'ai un ado de 18. Ouais. Il n'est pas sur Facebook. Là. Il y a Messenger parce que ça, c'est pratique, mais Facebook, il n'est pas là. Il n'est pas là. On a le cas pour bien de monde. En même temps, pour le B2B, moi, j'ai jamais cru tant que ça à Facebook. Là. Il y a d'autres. C'est sûr que pour le B2C, ça peut être vraiment bon. Et pour le B2B, ça peut être bon pour le recrutement quand même. Là. Et pour générer des leads dans des. Mettons, nous autres, on cible les manufacturiers. Là. Ouais. Facebook, c'est pas trop la place. Là. Puis pour recruter du monde, pour aller travailler au manufacturier, ça peut être bon. Mais pour vendre des machines ou des enfants de même, à 1 million, là, des machines d'automatisation, mettons, puis tout ça, c'est pas. Moi, je pense pas que je dis pas que c'est impossible, mais c'est pas la meilleure place pour promouvoir ton. Probablement que l'acheteur de cette compagnie-là qui achète des machines à 1 million, probablement qu'il y a un Facebook. Ça se peut. Mais là, de trouver il est où, puis de trouver ça peut venir. J'ai l'impression qu'il y a en tout cas,
ce que je recommanderais, moi, en développement d'affaires, va pas nécessairement sur Facebook, trouve où est-ce qu'il est cette personne-là, puis va le stimuler directement au niveau... Ouais, plus sur LinkedIn, même malgré que ça coûte pas mal plus cher, évidemment, mais c'est pas pour rien, c'est justement parce qu'il y a plus de chances de succès. Là. Ben, moi tu sais, si on regarde dans ma philosophie ou dans ma stratégie de développement d'affaires web, tu sais, oui, je suis présent un peu sur Facebook, mais c'est pas là. Moi, j'existe beaucoup sur LinkedIn, puis ce qu'on fait là. Je te dirais que ça, pour moi, tu sais, le live podcast, ça a été vraiment un accélérateur dans ma business. Ouais, non, j'en doute pas. Et c'est c'est une bonne façon. Comme, en tout cas, ça donne de la crédibilité, mais ça te génère aussi des c'est pas toujours évident de savoir, mais c'est sûr que ça, des fois, ça va faire un poids, en fait, dans le processus décisionnel. Ouais. Puis, Puis le processus juste de te contacter déjà. Là. Et tu ne sais pas qui te regarde. Tu sais, qui te voit, qui te lit. Comme là, moi, je sais pas qui me regarde. Ça peut être un client potentiel, ça peut être, tu sais, quelqu'un avec qui je veux parler, ça fait des années. Ouais. Ça peut être peut-être des employés de Parcours 3, on sait ça, peut-être. Et ça peut être de la compétition. Puis, tu sais, à un moment donné, il faut vivre avec ça. Nous autres, c'est la même affaire pour les webinaires. C'est ceux qui se cachent, là. Ils vont utiliser un Gmail ou un Hotmail ou des choses de même pour venir visionner notre webinaire. Mais c'est correct, là. Je veux dire, c'est quand même pas pour t'empêcher de faire des affaires parce qu'il pourrait y avoir des concurrents qui viennent, là. En fait, si tu n'as pas de concurrent dans un marché donné, pose-toi une question, est-ce qu'il y a vraiment un marché? Est-ce que, j'aime bien cette phrase-là, effectivement. Il y en a qui disent qu'il y en a. Ben, dans le fond, c'est rare qu'il n'y en a vraiment pas, même si tu es tout seul. Souvent, c'est que le client, il peut peut-être le faire lui-même. Donc, dans le fond, ça revient à ce que tu viens de dire. Il n'y a peut-être pas tant de marché que ça, parce que les gens sont autonomes pour faire ça, puis ils n'ont pas besoin d'une firme. C'est pour ça qu'il n'y en a pas. C'est ça. Sinon, il y en aurait sans doute. C'est sûr qu'il y en aurait. Ouais. Mathieu, je veux t'amener un petit peu ailleurs. Là, on a parlé beaucoup de ça. Je suis allé visiter ton profil LinkedIn. J'ai vu que tu as fait un cours au MIT, un cours d'entrepreneurship. J'aimerais ça que tu nous en parles un peu. En fait, j'ai l'accès. Il y a eu des cohortes, ça fait déjà un bout de temps, là, ça doit faire 10 ans à peu près de ça, mais il y a eu des cohortes pendant 7 ans, ça s'appelait Québec Croissance Techno, je pense. OK. Ils choisissaient 10 entrepreneurs en technologie, puis il y avait c'était un package, là, c'était pas juste le MIT pendant une semaine, c'était aussi il y avait 30 heures de coaching avec moi, le coach il venait de Boston, là, et il y avait des 4 formations de 2 jours séparées en vente. Il y avait plusieurs sujets. Puis tu pouvais amener il y en avait 2 à Montréal, 2 à Québec. Tu pouvais amener tes employés avec toi. Puis tu avais une semaine, ça incluait une semaine au MIT parce que les gens qui nous donnaient ces cours-là, en fait, à notre cohorte, c'était des gens du MIT qui venaient au Québec pour nous former. C'était vraiment, vraiment, vraiment bon. Là. Ah ouais? Ouais, la semaine au MIT, dans l'Entrepreneurship Development Program, je pense que ça s'appelle EDP, c'est assez débile. Là. Ah ouais? Tu arrives le dimanche, tu peux arriver avant, mais ça commence le dimanche soir, puis tu dois déjà commencer à pitcher des idées, puis former des équipes. Là, il s'est passé en 17 équipes, nous autres, 17 ou 16 équipes. Puis toute la semaine, tu as des cours le jour, puis le soir, tu travailles sur une business fictive. Puis tu montes ton plan d'affaires, tu montes tes affaires, tu montes tes choses. Il y a du monde qui vont jusqu'à monter un site web, un logo, tout. Puis à chaque soir, pas chaque soir, mais tu pitches à des vrais VC aux États-Unis pour essayer de lever du capital, pour te monter, Oh, wow! Il y en a qui réussissent à partir vraiment des business de ça. Là. Il y a un gars qui était là-bas, il a parti son start-up après pendant 3-4 ans, ça a roulé. Il y a plein de projets qui viennent de... Puis, le monde, ils prennent ça au sérieux. Il y en a qui ne dorment pas. Le vendredi matin, il y a une compétition où est-ce que toutes les équipes présentent. Okay. C'est très, très intense. Là. Tu travailles pour vrai tous les jours, souvent jusqu'à minuit. Là. C'est... Puis, tu quittes le vendredi, puis t'es brûlé. T'es toasté raide. Tu rencontres du monde de partout. Tu sais, dans mon équipe, il y avait du monde un peu partout dans le monde. Il y avait un Pakistanais, il y avait un Américain, il y avait un gars du UK, il y avait 2 Espagnols. C'était vraiment... Fait que t'es diversifié, puis ça te donne ça élargit ton réseau
Ouais, Parce que mais là, tu te veux rends compte pas. aussi, c'est tout du monde avec des égos assez forts, là, tu sais, c'est tous des entrepreneurs ou des gens de, tu sais, la majorité, c'est des entrepreneurs ou des présidents de compagnie ou en tout cas, c'est un entrepreneurship development Ouais. program, donc c'est des entrepreneurs. Puis c'est pas évident, là. Surtout, moi, je maîtrisais pas super bien l'anglais. Puis de convaincre, tu sais, tu as une certaine Mm. influence dans ton équipe quand tu es habitué, tu parles, le monde t'écoute, ou bon, il y a du monde des fois qui t'écoute pas trop, mais Ouais. c'est partie de la vie. Mais là-bas, là, t'as plus cette influence-là. Que tu es comme un coéquipier comme d'autres, là, puis là, pour faire valoir tes points, des fois, ça va pas nécessairement dans le sens que tu aimerais aller. Puis ouais, moi, j'ai eu des petits accrochages avec des gens. Il y en a d'autres que, tu sais, il n'y a rien à faire, là, ils sont vraiment stickés sur leur idée, leur affaire, puis tu peux bien leur dire n'importe quoi. Ils ne veulent rien savoir, là. C'est ça, puis c'est... Ils sont convaincus qu'ils ont la vérité, puis Ah, ils sont incapables de se faire challenger, tout ça. D'un moment donné, tu lâches le morceau, puis tu dis, OK, c'est beau, ouais. on va faire comme tu veux, là. Mais Et, penses-tu que comme entrepreneur, c'est une qualité nécessaire? Tu sais, en fait, puis il n'y a pas de bonne mauvaise réponse, je veux juste qu'on regarde ça ensemble, mais d'avoir ce que je vais appeler une tête de cochon ou d'avoir une ouverture d'esprit? non, je pense que l'ouverture d'esprit est très importante. Par contre, tu peux te planter, là, c'est sûr, mais des fois, il y a des choses qu'il ne faut absolument pas. Tu sais, tu le vois, là, tu sais, d'être vraiment stick sur une idée ou une décision, puis de ne pas avoir Mhm. d'ouverture, mais si ça va tu es pas mal convaincu que ça va de la survie de ton entreprise, tu n'as pas bien choix de mettre ton pied à terre, puis c'est arrivé, moi, des fois où j'ai eu de la souplesse, puis j'aurais pas dû en avoir, là, parce que OK. ça a effectivement créé, ça a mis l'entreprise à risque. Si c'est des petites choses qui fait que, regarde, tu te dis, peut-être que la personne se plante, peut-être que j'ai tort. Des fois, je suis pas mal sûr que la personne ça ne sera pas une bonne décision, mais je dis, regarde, fais-le. Je vais essayer de te dire, je vais te montrer les angles morts de ta décision. Puis si toi, tu décides de la faire pareil, fais-la pareil. Si ça ne met pas à risque l'entreprise, là, j'aime mieux ça comme ça parce que c'est la meilleure façon que la personne apprend. Puis elle va Mhm. apprendre de son erreur. Puis des fois, je me plante. Dans le fond, la Ouais. personne a fait ça. Peut-être qu'il n'y avait pas d'autres meilleures idées. Son idée était peut-être un petit peu mauvaise, mais ça a quand même avancé. Puis ça a fait progresser l'entreprise. Moi, j'ai pas. Je trouve que d'avoir la tête de cochon surtout, ben non, c'est vraiment ridicule, là. Non, ben, Et, je te rejoins là-dessus. Moi, je pense que, tu sais, comme entrepreneur, oui, il faut qu'on ait une vision, puis on sait où est-ce qu'on veut aller dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans, qu'est-ce qu'on veut, puis on s'en va là. Mais une fois de temps en temps, tu sais, je veux dire, si on fait un road trip, toi puis moi, puis on décide qu'on se rend jusqu'à à Vancouver ou LA ou peu importe, ça se peut qu'à un moment donné, on décide qu'on bifurque, puis on avait prévu de faire du highway, mais là, on prend une route un peu plus panoramique. C'est pas particulièrement grave, mais ah non, ah non. ça reste que c'est nous autres qui avons une vision, mais Ouais. d'être prêt à arrêter puis de changer un Ouais. peu notre Ben, place, c'est même qu'on important. pourrait décider d'aller ailleurs en cours de chemin parce que ça n'a pas d'allure Mmh. notre affaire. On s'est rendu compte quand on va finir par manquer de moyens, mettons, pour arriver à LA. Là, on va Ouais. s'arrêter avant, on va changer de notre destination. C'est pas si fou que ça non plus. Là. C'est de garder quand même un œil là-dessus. Je pense que c'est important d'être ouvert à changer possiblement. C'est pour ça que nous autres, on découpe tout en trimestres. C'est-à-dire que, OK. puis au lieu de le mettre, ben, on a des objectifs annuels, mais on les met par trimestre après. On appelle ça des rocks, là, des objectifs trimestriels. Ça te permet qu'au moins, si tu es dans le champ, tu n'es pas dans la bonne direction, ben, tu n'es pas dans la bonne direction juste pendant quelques mois ou quelques Ouais. semaines. Après ça, tu te dis, OK, on s'est trompé là-dessus, on n'aurait pas dû prioriser ça, on va prioriser autre chose. Puis laisser un peu de souplesse là-dedans, pas en avoir trop parce que là, il n'y a rien d'autre qui peut embarquer dans ça parce que tu es focus sur les trucs que tu as mis. Il y a toujours des imprévus, en tout cas, ça arrive souvent. Oui, ben, tu sais, c'est la vie d'un entrepreneur. Moi, je dis, une des phrases que je me suis créée cette année, c'est que comme entrepreneur, on a tout le temps un petit vent de face. On a tout le temps un vent de face. Des fois, c'est une petite brise qui fait du bien, ça rafraîchit, c'est cool. Puis des fois, c'est un vent de tempête assez violent, mais il y a tout le temps quelque chose qu'il faut que tu sois capable de vivre avec ça. Ouais. Ah ouais, puis des fois, ça peut être dans la même semaine, dans le même mois, mais des fois, c'est dans la même journée, dans la même heure. Tu as des choses comme OK, tout va bien, Ouais. puis là, tout à coup, tu reçois un message du gouvernement, puis ils veulent vérifier tes chiffres. Tu dis, ah, ça va pas bien. Ah, écoute. Ben, tu sais, Oh, ouais. tu dis, bon, je me lance là-dedans, puis j'essaie de gérer tes budgets serrés, puis là, oups, il arrive une Il arrive Valco. un imprévu, puis tu sais, ça fait partie, je pense, comme entrepreneur, c'est un mal nécessaire. Il faut que tu sois capable de rebondir, puis
de te réinventer ou de vivre avec ces choses-là. Ouais, ben, tu sais, je suis pas le seul qui le dit, mais moi, à chaque fois qu'il arrive pas chaque fois, mais en tout cas fréquemment, quand il arrive des défis, je me dis, c'est correct, tu sais, dans le fond, parce qu'il n'y a pas. Si ça serait trop facile, la route serait trop facile, tout le monde ferait ça. Puis, ben, dans le fond, si tout le monde ferait ça, ce serait pas facile parce qu'il y aurait bien trop de compétition. Donc, tu sais, tu peux pas t'en sortir là, de la complexité ou de la difficulté. C'est normal, là, je veux dire, ça fait partie de la game. Puis, des fois, tu te dis, oh my God, tu sais, c'est tellement tough de passer à travers tout ça qu'il n'y a pas grand monde qui va me suivre derrière. Là. Il y a bien du monde qui vont arrêter, tu sais, ils n'auront pas la persévérance ou l'acharnement, même des fois, de continuer. Là. Ben, puis tu sais, je sais pas si tu le sens, toi, dans ton réseau, mais là, on commence à le voir présentement, des entreprises, tu sais, on sent venir la récession économique ou la crise économique, puis il y en a qui sont déjà en train de rendre les armes, puis moi, je vois régulièrement des gens qui s'étaient lancés, Ouais. puis qui retournent travailler pour d'autres. Non, on le sent, nous autres, tu sais, on le sent le ralentissement, c'est clair. On était assez chanceux, ça a continué jusqu'à genre mai-juin, mais depuis l'été, là, on le sent vraiment. Et il y a un petit peu moins d'achalandage, beaucoup de monde qui sont sur le frein, tu sais, qui ralentissent leur processus décisionnel, dans le fond, là, ils attendent. Là, on est en récession, on n'est pas en récession, le monde, tu sais, ça garde leur argent, les taux d'intérêt sont élevés, toutes sortes de tendances. Mais tu sais, puis les gens retiennent pour pas qu'on rentre en récession, mais ça crée des problèmes. Mais ça va la créer dans un sens, mais tout est une question de confiance aussi, puis le monde a moins confiance au marché. Puis tu sais, moi j'en fais partie, en fait. Nous autres, on en fait partie. Ben oui. Nous autres aussi, on ferait une certaine dépense / investissement. On est plus strict sur le budget parce qu'on le voit. On est indirectement. Moi, quand j'étais plus jeune, je disais, ben, on est tout petit. À l'époque, on était 400. Le marché, même si le marché tombe, nous autres, on ne sera pas impactés par ça, on est tellement minuscules. Mais en réalité, on est tous impactés d'une façon ou d'une autre parce que nos clients le sont, donc on finit par l'être, nous autres, avec. Là, peu importe la grosseur. C'est un effet domino. C'est tout attaché ensemble, malheureusement. Ben, c'est ça, c'est un effet domino parce que tu as un plus gros qui tombe, il ne paye pas, tu en as un moyen qui ne paye pas un petit, puis tu sais, ultimement... Mais il y a des avantages, par contre. Il n'y a pas juste des désavantages, ça crée des opportunités dans le marché, comme par exemple, si un employeur met 400 personnes à pied, ben, ça peut peut-être créer un bassin de candidats intéressant pour les PME. Donc, ça peut être plus facile de trouver des gens, pas qu'on a nécessairement, on n'est pas dans une phase de grandes embauches parce qu'on est justement, nous autres aussi, affectés par ça. Et ça crée quand même des opportunités. Il y a des gens les gens qui ont de l'argent, ils vont peut-être, ils sont ralentis au niveau de leurs affaires, mais ils vont peut-être décider d'investir dans quelque chose. Puis se dire, pendant le temps qu'on est moins occupé, là, on va le faire notre site web enfin. Là. S'ils ont l'argent, ils vont le faire. Mais bon. Ouais, on aimerait ça. Moi, je dis souvent à mes clients, quand ils disent, ben, on va en reparler, tu les rencontres en juin. On va en reparler à l'automne. Non, c'est pas le temps d'en parler à l'automne. Il faut en parler là pour lancer à l'automne. Au même titre que, ben, on va en profiter pendant que c'est tranquille. Non, il aurait dû être fait avant que ça soit tranquille pour pas que ça le soit. Mais bon. Ouais, mais on peut pas tout contrôler. Non, puis on dit toute la même chose. C'est sûr que quand il a dit, non, tout va bien, on a plein d'affaires, mais oui, mais attends pas justement que ça aille mal pour le faire. Là. C'est ça. Je parlais avec mon coach au gym vendredi après-midi. Puis, tu sais, le coach de gym, puis ce que je fais, c'est un peu similaire dans le sens où est-ce que. Puis lui, a comme réalisé qu'il avait besoin de développer son réseau d'affaires. J'ai dit, Jérémy, faut juste pas que tu arrêtes. Au même titre que ce que tu viens de dire là, faut juste que tu le maintiennes. Faut que tu maintiennes ce muscle-là en développement pour que la journée que tu en as besoin, ben, il est prêt à. C'est une question de constance. Là. C'est comme le réseautage. Il faut que tu en fasses même quand tu es bien occupé. Puis c'est sûr, c'est plus tough d'en faire quand tu es bien occupé parce que tu te dis, ben là, écoute, c'est drôle, je voulais t'amener là un peu. Puis ça va être dans mes dernières questions parce qu'on est déjà rendu à presque 45 minutes. Mais c'est quoi le réseautage? Tu sais, de ton côté, le réseautage, tu fais ça où? Comment tu développes ton réseau présentement? Ben, j'ai travaillé très fort pour développer mon réseau. Là. J'ai fait énormément de réseautage il y a 10-15 ans. Là. J'étais partout. Là. Je faisais les déjeuners, je faisais tout. Là. J'en faisais comme 3-4 activités faciles par semaine. Mais je fais encore des conférences, une ou deux, des fois 2 par semaine. Là. De ce temps-ci, il y en a beaucoup, mais je vais dans des conférences. Mais
j'avoue aller souvent dans les mêmes cercles d'affaires. Tu sais, je suis beaucoup dans OK. l'AQT, l'Association québécoise des Ouais. technologies. Je vais souvent à des événements qui ont lieu annuellement. Tu sais, donc là, il y a tout le temps des nouvelles personnes qui se joignent. Donc, j'ai quand même un réseau super fort qui fait qu'il y a d'autres mondes après ça qui gravitent autour. Puis là, je rencontre des nouvelles personnes. Le réseautage, ça fait pas mal comme ça. J'ai essayé un petit peu les réseautages virtuels, mais là, moi, je suis reparti sur du réseautage en personne. Mais je ne vais plus dans des 5 à 7 ou des affaires strictement faites pour le réseautage, mais je vais dans des conférences, des trucs, OK. des écosystèmes d'affaires. Il y a 2 semaines, je pense, l'activité du Big Bang, de l'AQT, j'étais Ouais. là. Je suis là, ça fait, je pense, 14 fois que je participe. OK. C'est des événements qui sont récurrents, mais qui font en sorte, comme je disais, c'est ça, il y a un cercle d'affaires fort, puis il y a du monde qui OK. gravite autour. Donc, tu sais, si on avait à partager ton conseil là-dessus, c'est de, oui, les 5 à 7, ces choses-là, c'est bien, mais trouvez-vous, j'ai aimé ton terme, écosystème d'affaires, où est-ce que Mhm. les gens que vous voulez solliciter se retrouvent. Ouais. Je trouve ça intéressant comme concept. Ouais, parce qu'il y a toujours des Créer nouvelles des vraies personnes qui se relations. joignent à ça. Ouais, c'est vraiment, parce que de toute façon, tu sais, même au début, tu sais, j'ai l'air d'une bébite sociale, mais je ne le suis pas vraiment. Puis, tu sais, quand j'allais dans des premiers Ouais. choses de réseautage, je me tenais tu sais, à l'écart. Mais à un moment donné, tu te fais à rencontrer des gens, tu te fais même tu crées des amis, tu sais, des Ouais. amitiés, tout ça. Puis là, ben, après ça, c'est facile parce C'est que plus tu simple. vas à quelque part, puis tu connais toujours quelqu'un, tu sais. Puis là, ben, Ben, c'est ça. Le pire, c'est les 2, 3 premiers où est-ce que tu connais pas personne. Puis après ça, ouais, tu sais, ça va couler tout seul. Puis comme on a dit tantôt, tu rentres, puis tu finis tout le temps que tu connais au moins 1 ou 2 personnes, tu t'approches ouais. d'eux autres, puis là, ben, la soirée est partie. Puis Ouais, c'est ça. Ben, c'est sûr première que chose. j'ai le même sentiment quand je vais dans des événements, puis ça arrive. Des fois, je vais dans un événement d'un autre écosystème d'affaires, puis je connais personne, puis ça arrive. Puis là, je me sens encore, tu sais, bon, à qui je parle, comment je me. Tu Ouais. sais, c'est pas plus facile que c'était nécessairement là, quand je connais Non. personne. Good. Écoute, Mathieu, si les gens voulaient en savoir plus sur toi, voulaient jaser avec toi, c'est quoi la meilleure façon de te contacter, de connecter? Ben, sur LinkedIn, en fait, ceux qui sont pas LinkedIn? mon adresse courriel, mais ceux qui sont, tu peux, par courriel, c'est de baisse aussi, là. Je suis, OK. Donc, juste chercher Mathieu Bélanger, parcours 3 sur LinkedIn, te faire ouais, une demande, ça va être la même chose. La meilleure exactement. façon de te Ouais, m'envoyer un contacter. message, peu importe quoi, là. Ça va me faire plaisir de discuter avec eux. Cool, cool. Ben, écoute, Mathieu, merci beaucoup de ta générosité. Merci de l'entrevue. C'était super le fun. Je te laisse aller, puis on s'en parle bientôt. Merci. Bye. Bonne journée à tout le monde. C'était Mathieu Bélanger de Parcours 3. On a d'ailleurs parlé de son parcours, qu'est-ce qu'il a fait, comment il s'est rendu là. On s'est promené. Le programme d'entrepreneurship de MIT semble avoir été un moment marquant de sa carrière. On a parlé de réseautage, on a parlé de compétition. Une belle entrevue, une belle découverte pour moi. J'espère que je vais avoir la chance de reparler avec Mathieu. Pour ce qui est du show, ben, c'est ce qui nous amène à la fin. Si vous avez des questions, commentaires, insultes, injures, ben, je vous invite à communiquer avec moi à info@commercialnomisco.ca. Je vais prendre un moment dans la journée pour répondre à vos questions, commentaires. Si vous n'êtes pas en mesure d'écouter le show live, ben, je vous invite à soit vous abonner à la chaîne YouTube du Meeting des ventes du lundi, soit sur votre plateforme de podcast préférée. Le show va être disponible aussi. Donc, je vous souhaite une bonne semaine, des belles ventes. On se revoit lundi prochain pour un autre meeting des ventes du lundi. Bonne semaine tout le monde. Bye.